Expliquer aujourd'hui comment j'ai perdu 10 millions en Afrique comme ça s'est parti, c'est passé comme un jeu. Je les ai perdus comme ça, pouf, je ne me suis pas rendu compte, mais ils sont partis, je les ai perdus. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Restez avec moi après le jingle pour en parler. Bonjour à tous, je suis Franck Keigné. Aujourd'hui, je vais vous parler comment j'ai perdu 10 millions de francs CFA en Afrique, un peu plus de 10 millions même. Je vais expliquer comment ça s'est passé, dans quelles conditions, pour permettre vous aussi d'éviter peut-être de passer par ces erreurs-là pour sauvegarder votre argent. Parce que l'argent, c'est dur, il ne faut pas le penser, mais l'argent qu'on travaille là, c'est pas évident. Et quand on perd une telle somme, souvent ça peut faire très mal. Donc, je vais expliquer comment j'ai perdu ça, dans quelles conditions, pourquoi, le comment. Restez moi jusqu'au bout de la vidéo pour bien comprendre et pour retenir surtout les leçons que j'ai retenues aussi suite à cette mauvaise expérience. Mais avant de parler de ça, vous connaissez la règle sur le média. Quand une vidéo vous plaît, 3 choses à faire, très simple. Bien d'avant, si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes abonné, c'est bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos qu'on va publier ici. Et si vous êtes déjà un abonné, voilà 3 choses à faire. Likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez au plus grand nombre de personnes. Donc je vous laisse quelques secondes pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour cliquer sur la petite cloche et vous abonner. C'est fait? Allez, tiens, on continue. D'abord, moi, j'ai lancé ma boîte en France en 2014. Donc, ma première boîte en France, qui a vraiment un peu marché. J'en ai fait d'autres avant, où j'ai d'abord vendu, ceux qui me suivent ça, que j'ai vendu des mèches indiennes. Après, j'ai fait du e-commerce. J'ai lancé une boîte en fait dans le conseil en 2014, qui est toujours aujourd'hui une boîte que je pilote. Et quand j'ai lancé cette boîte en 2014, c'était la période où c'était les années d'or du pétrole. Donc, le pétrole vraiment fonctionnait très bien. Donc, c'était vraiment... Dans ma boîte, je faisais du conseil, j'accompagnais les entreprises à faire des projets dans le domaine du pétrole. En faisant de l'engineering, du conseil, de l'accompagnement en gestion de projet. Ça marchait très très bien. Et ceci disant, la boîte fonctionnait, elle fonctionnait bien. En 2016, je me suis décidé de créer, comme tout bon africain, je n'avais pas encore un mindset différent, de dire, bon, je vais créer une filiale de ma boîte au Cameroun. C'était en 2016, 2 ans après que la boîte ait bien marché ici en Occident. J'ai dit, bon, en 2016, je vais créer la filiale au Cameroun parce que j'aime mon pays, je vais aider les gros majors pétroliers à avancer et tout ça. Donc, j'ai décidé de créer une boîte au Cameroun, une filiale de ma boîte, elle était en SARL au Cameroun. Et comme toute personne qui n'est pas guérie, j'étais encore jeune à l'époque, je n'avais pas encore une certaine expérience, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome du diasporien. Vous connaissez le syndrome du diasporien, j'en parle souvent dans mes vidéos. Le syndrome du diasporien, en fait, c'est le mec de la diaspora qui arrive dans le pays, qui veut investir en Afrique et qui arrive tout de suite avec la vie de faire grand, de faire gros, de dépenser beaucoup d'argent. Il ne veut pas voir les choses petites et grandir, il veut tout de suite faire gros. Donc j'ai eu ce syndrome diasporien avec ce syndrome que j'arrive avec les poches pleines d'argent et je veux faire un truc super génial. Je n'avais pas fait une bonne étude de marché. Je n'avais pas bien qualifié le besoin des personnes. J'avais juste dit que comme ça marche ici en Occident, ça va marcher aussi en Afrique. Première erreur. Donc j'arrive en Afrique en 2016. Qu'est-ce que je fais? Je prends un gros cabinet d'expertise comptable qui crée ma société avec tous les statuts, machin. Ils me prennent 1,5 million, bim, avec le capital et tout ça. 1,5 million tombé, ils me créent tout ça, voilà. 1,5 million déjà parti. Après, bien entendu, me propose aussi dans la foulée un accompagnement mensuel pour pouvoir tenir mes comptes, gérer tout ça. Je crois que je payais à l'époque 150 000 francs, je crois, un truc comme ça par mois. C'était quand même assez cher. Mais je ne savais pas, j'ai accepté. Donc ça fait environ, on a dit ça fait 150 000 fois 12, on était déjà 1,8 million par an seulement pour les frais de tenue comptable. 1,8 million. Y compris la signature du bilan comptable. Parce que à la fin d'année, il faut faire un bilan, le déposer aux impôts. Donc on a 1,8 million. Maintenant, le diasporien, toujours qui arrive, que j'étais à l'époque, arrive, il se dit, bon voilà, maintenant il faut que j'ai des bureaux dignes de ce nom. Il faut que j'ai des bureaux classe et tout. Je trouve des bureaux dans une ville, dans un quartier de la ville à Yaoundé. Un bureau intéressant. D'abord, pour mon activité, Yaoundé n'était déjà pas le bon endroit. Je n'avais pas étudié le marché du tout. Mais jusqu'à maintenant à Yaoundé, parce que comme je suis de Yaoundé, je me suis dit, bon, je vais ouvrir à Yaoundé. Mais Yaoundé, j'ai pris un bureau sympa, qui me coûtait de l'argent. Je crois qu'à l'époque, je payais, c'était 120 000 francs. C'était un petit local que j'avais pris, pas très grand, 120 000 francs par mois dans un quartier assez intéressant. Et j'ai pris des ressources
comme tout bon diasporien, j'ai fait, voilà, je me suis dit, bon, c'est comme ça que ça marche en France, j'ai fait comme c'est pareil au Cameroun. J'ai pris des ressources, j'ai pris un ingénieur pour m'aider à travailler, un commercial pour démarcher les clients et une secrétaire polyvalente pour démarcher. J'avais 3 staffs. Et les 3 staffs me coûtaient en moyenne, je crois, c'était à un peu plus de 400 000, à peu près 400 000 francs par mois, les 3 staffs, pour un départ. Donc, c'était des personnes que j'avais pris en ce qu'on appelle au Cameroun en pré-emploi. Hein. Donc, c'était à 400 000, c'était des salaires qui étaient plutôt dans la moyenne à l'époque. C'était des jeunes qui sortaient d'école, donc j'avais pu gérer ça comme ça. Et voilà, et c'était parti. Donc, j'avais déjà en termes de frais fixes, au moins quand je comptais le loyer, le comptable, les gens avec qui je bossais, j'avais en moyenne entre 600 et 700 000 francs CFA de frais fixes tous les mois que je devais faire face parce qu'il y avait le loyer qu'il fallait payer. Il y avait le comptable, il y avait les salaires qu'il fallait payer, sans compter les petits imprévus qu'il fallait faire. Donc voilà comment j'ai commencé. Et j'avais fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire j'ai dormi des personnes, mais je ne connaissais même pas le marché moi-même. Je ne connaissais pas ce marché-là. Je connaissais le marché par procuration, bien entendu, entre ce qu'on lit sur Internet, ce que X ou Y personnes te disent. C'est comme ça que tu penses connaître le marché. Mais ce n'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Donc, moi, je vivais ici, je vivais en France à l'époque. En fait, j'étais en France et je faisais des allers-retours tout le temps pour essayer de venir de booster l'équipe, de rencontrer les personnes. Et c'est un peu marrant. Je vais un peu faire une parenthèse. C'est un peu marrant. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, j'ai démarché les grands comptes. Je démarchais que les grands comptes, parce que c'était eux qui avaient besoin des services des ingénieries pétrolières, c'est-à-dire les grands comptes comme Perenco, Total à l'époque, qui étaient en train de partir du Cameroun, ou qui étaient déjà partis, je ne sais plus. Il y avait Adax, ça fait tous les grands comptes du pétrole. Et on se rend compte que ces grands comptes-là ne peuvent pas faire, ne sont pas prêts de faire confiance à une boîte locale. Voilà, donc je me suis rendu compte bien après, mais ça a duré 1 an que je me rende compte. Hein, parce que derrière, on va dire quoi? Quand je compte l'argent que j'ai perdu, je ne compte pas mes billets d'avion, je ne compte pas mes séjours que j'ai fait sur place. Bah, chaque fois que je venais, il y avait quelqu'un qui m'appelait toujours pour me dire oui, le chef va te rencontrer, ramène-moi un costume, ramène-moi ci, ramène-moi ça. Je ne compte pas les petits cadeaux que j'ai fait à gauche, à droite, ni le fait que j'ai fait sortir des gens que je suis arrivé. Je ne compte pas tout ça. Je compte juste l'argent brut, l'argent net que j'ai dépensé dans les frais de fonctionnement. Si je compte l'argent que j'ai dépensé pour les billets d'avion, les séjours sur place, c'est beaucoup, beaucoup plus. Vous avez vu en fait que seulement pour les frais de fonctionnement, le salaire, le loyer, le comptable, j'étais à plus de 800 000 francs à peu près. On a dit 400 000, 150 000, plus le compte, plus le loyer, on va être rassemblé dans les 700, 800 000. Donc ça veut dire qu'on fait la somme sur 12 mois, on est 12 fois 800, on a presque 10 millions. Donc j'ai perdu comme ça, je ne compte pas les à côté. Seulement 10 millions à frais de fonctionnement, parce que je ne connaissais pas. Et derrière, je vais vous raconter comment les gens travaillaient. Je n'avais pas encore cette expérience des ressources du Cameroun. Donc je ne contrôlais pas vraiment ce que les gens faisaient. C'est-à-dire le commercial, par exemple, il avait certes une feuille de route que j'avais tracée, mais la feuille de route, il ne la suivait pas. C'est-à-dire, les rendez-vous, il ne les faisait pas comme il fallait. Je ne sais pas, il allait peut-être se balader quelque part pendant que je demandais de travailler. Et je n'avais aucun moyen de contrôle. Je laissais les personnes en roulis, mais chaque fin du mois, vu que j'avais marqué je tenais à ce que chacun ait son salaire, même s'il n'y ait pas de rentrée, je payais leur salaire. Peu importe, je payais leur salaire avec ce qu'il y avait comme cotisation, je payais. Donc ça veut dire que le commercial que j'ai eu 2 commerciaux, un qui a duré 6 mois, un deuxième qui a pris le relais. Le mec avait 6 mois, c'était la belle vie. Il m'a ramené aucun contrat en 6 mois, le premier. Le second, pareil. C'est aussi un peu de ma faute, hein, parce que comme je ne connaissais pas le marché, je les envoyais parler à des personnes qui n'avaient pas forcément besoin de travailler avec moi. Parce que ces groupes-là, ils ont des besoins de travailler, des besoins sur les projets dans lesquels je me positionnais, mais on puisse travailler avec les boîtes étrangères. Ils préfèrent prendre leur projet, même s'il est petit, donner à une ingénierie française, qui va maintenant prendre un mec comme moi pour venir bosser dessus, mais ils ne vont pas jamais me donner à moi directement le contrat. Je ne sais pas si vous voyez. Ils vont préférer prendre le projet, donner ça à une ingénierie qui est en France, en Italie, en Espagne. Et cette ingénierie, elle va maintenant contacter un gars comme moi qui a la compétence pour venir travailler dessus, mais pas en direct. Vous allez les voir directement pour leur dire, voilà, moi je veux travailler sur le projet parce que je connais, ils ne vont jamais vous donner le contrat. Ils vont préférer passer par une ingénierie qui va après vous appeler vous. Bref, c'était comme ça fonctionnait. Donc, je n'avais pas compris ça. Je me disais, bon, j'ai la compétence, j'ai l'expérience, j'irai leur voir, je vais leur dire, voilà, vous savez que tel projet que vous avez fait, c'était moi qui avais bossé dessus. Vous pouvez me le donner en direct, ça vous coûtera 3, 4, 5 fois moins cher que payer. Mais ils n'écoutent pas ça. Ils n'écoutent pas ça. Déjà parce que ce n'est pas eux au Cameroun qui vont décider. Hein. Eux, c'est juste peut-être des filiales et ça se décide ailleurs. Et de deux, il n'y avait pas cette confiance. Il n'y avait pas cette confiance envers l'intelligentsia africaine. Hein. Ils se disaient peut-être qu'on n'allait pas très bien faire, peut-être qu'on n'était peut-être pas compétent, j'en sais rien. Mais il y avait un vrai problème à ce niveau-là.
Donc, quand moi je venais sur place, je faisais beaucoup de travail de négociation avec les commerciaux que j'avais. On allait voir les gens que j'avais contactés pour des rendez-vous. Et c'est le discours que j'avais, c'était souvent ça. C'était bon, c'est bien, on va vous donner le contrat, ne vous inquiétez pas, machin, mais rien ne se faisait. Donc, je dépensais de l'argent. Je dépensais l'argent. Les voyages, l'argent, les cadeaux, les machins, les sorties, tout ça du lobby pour pouvoir signer des contrats. Mais j'ai fait 1 an, je n'ai pas signé un seul contrat. Fiasco total. Je dis 1 an, j'ai dépensé les frais de fonctionnement de presque, comme je dis, 10 millions, un peu plus sans compter les à côté. Je n'ai signé aucun contrat, rien du tout. Et ce n'est pas pour faute d'avoir essayé. Les gens que j'avais été volontaires, mais ils n'avaient pas la bonne feuille de route. C'est-à-dire c'était une grosse erreur parce que je ne savais pas gérer en fait une boîte encore à l'époque. Hein. Je ne savais pas gérer les ressources locales, je ne savais pas gérer. Je faisais confiance aux gens rapidement. L'ingénieur que j'avais, il était au bureau tous les jours, je ne sais pas ce qu'il faisait ses choses. Mais garder un ingénieur pendant plus de 1 an qui ne travaille pas sur un projet, c'est quand même fou. Mais ça, je l'ai fait. Aujourd'hui, quand je me regarde ça avec le temps, je me dis, mais quand même, wow, Franck, tu as fait des choses, quoi. Donc le mec était au bureau, il venait au bureau tous les jours, il s'asseyait, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il avait peut-être une petite offre qu'on devait rédiger. Il fait déjà, il rédige l'offre, après il envoie, après il ne suit pas, après voilà. Et moi j'étais là, je disais non, on va travailler, il me disait non, ça va aller, on va gagner les contrats. Et moi j'étais là, j'ai gagné le même mec pendant 1 an qui n'a rien fait. Il a touché son salaire pendant 1 an, on n'a gagné aucun projet. Autant la secrétaire, autant le commercial, autant l'ingénieur, je travaillais avec 3 ressources pendant 1 an que je payais tous les mois avec aucune rentrée. J'avais la boîte en France qui fonctionnait, ça permettait donc de générer du cash pour leur payer, mais en termes de business unit, comme on dit Cameroun, ils ont généré 0 en 1 an. Ils m'ont coûté presque plus de 10 millions, hein, comme j'ai dit, et j'ai perdu cet argent comme ça. Paf, perdu, terminé. Donc derrière, j'ai appris de cette expérience, mais avant de sortir de la vidéo, je vais vous dire à peu près les leçons que j'ai retenues pour que vous puissiez ne pas tomber dans ce genre d'erreur. D'abord, quand vous voulez lancer un business sur le continent africain, dans n'importe quel pays, il faut d'abord penser à ne pas avoir ce syndrome diasporien. Il faut penser à voir les choses complètement différentes. Il faut penser à comment vous pouvez voir les choses petits au départ et évoluer par la suite. Et le fait de commencer petit, c'est ça qui fera votre étude de marché. Parce que malheureusement, on n'a pas encore des statistiques fiables, on n'a pas encore des données intéressantes pour pouvoir dire on va faire une étude de marché par rapport aux données qu'on a sur Internet. Même souvent, quand on les a, elles sont biaisées, elles sont fausses. Ça, c'est de 1. De 2, il faut être sûr de bien connaître votre clientèle, votre cible. Moi, je ne connaissais pas du tout ma clientèle et ma cible. C'est-à-dire, j'avais une vision de cette cible-là par rapport à une vision occidentale, c'est qui ne marche pas comme ça. Il faut comprendre comment la cible locale, comment les clients qu'on vise localement fonctionnent. Surtout quand on est en B2B, parce que moi j'étais en B2B, j'étais en business to business, je n'étais pas en B2C. Donc mon offre de service était envers les entreprises. Et quand on vise avec les entreprises, il faut être conscient de comment est-ce qu'elles fonctionnent. Il faut savoir quels sont les centres de prise de décision. Il faut savoir quel est le processus de signature de projet. Il faut connaître tout ça avant de pouvoir se lancer parce qu'il y a des boîtes qui sont au Cameroun mais elles ne décident de rien. C'est des coquilles vides. Tout se décide ici en France ou au siège social qui est ailleurs, mais ils sont juste là pour exécuter les décisions qui viennent du haut. Et ça, il fallait aussi le comprendre, je ne l'avais pas anticipé avant. De 3, il faut être capable de pouvoir avoir des ressources qu'on peut suivre. Il faut mettre en place un processus de suivi des ressources pour être sûr que les personnes font le boulot effectif pour lequel on les a confiées. Après, derrière, ça dépend aussi de vous, le leader, le chef d'entreprise, de mettre une feuille de route qui est claire. Parce qu'on ne peut pas en vouloir. J'en veux pas vraiment à ces 3 personnes que j'avais à l'époque parce que j'étais très fautif aussi sur le coup. Je n'avais pas très bien établi la feuille de route et forcément ils étaient un peu perdus. Et ils avançaient comme ça. Bon, eux ils étaient tranquilles. Eux, chacun ils avaient leur salaire, c'est pas notre problème. Mais ils étaient tranquilles. C'est un peu flou, donc nous on en profite. On est là tranquille. Peut-être ils avaient leur gombo à côté, comme on dit souvent. Et à la fin du mois, on pointe notre argent et la vie continue. Donc déjà, il faut être sûr de la feuille de route qu'on donne aux personnes. Il faut être sûr de les mettre dans une vision claire et d'être avant un processus de recrutement qui est plutôt clair. Parce que même si je pensais qu'à l'époque, même les personnes là, bon, c'était aussi des jeunes, mais ils ont quand même pu égayer un peu mon éveil et dire attention, on ne fait pas ça comme ça ici, on ne fait pas ça comme ça là. Mais ils ont suivi, ils ont dit bon voilà, on fait comme ça et voilà. Donc le 4e en fait, c'est il faut savoir dire stop. Il y a un moment où, quand ça ne va pas, il faut dire stop. Et c'est ce que moi j'ai fait après. Bon, j'ai fait après avec un peu de retard. C'est au bout de 1 an que j'ai dit stop que j'ai fermé. Ça m'a coûté encore du pognon de fermer parce que pour fermer, il fallait faire des démarches. Et je vous raconte comment j'ai fait pour fermer ça, c'est encore une autre histoire. Ça m'a coûté du pognon pour fermer parce que j'avais immatriculé tout le monde à la CNPS. Et la CNPS qui est la caisse de prévoyance sociale, la sécurité sociale en fait au Cameroun.
elle me réclamait des choses qui ont mis du temps à se régulariser. Mais j'ai encore mis du temps à fermer de l'argent. Mais il faut savoir dire stop, là, il faut dire stop. Il y a le moment où, quand ça ne marche pas, il faut se remettre à l'évidence. Il faut dire voilà, j'ai fait le bilan, ça n'a pas fonctionné, je vais faire un pas en arrière, je vais réétudier et je vais repartir sur de nouvelles bases. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à assumer un échec et à repartir sur une autre base pour pouvoir se relancer différemment. Donc ça veut dire que derrière, c'est une autre leçon à retenir et qu'il faut vraiment rester quelqu'un qui est à la tête forte. Ça va dire stop quand il faut, ça va dire stop pour pouvoir repartir d'une meilleure des façons. Et la cinquième qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est que on peut avoir des échecs et se relever. Parce que derrière, suite à cet échec-là, j'ai remis sur pied notre entreprise, le Cameroun cette fois-ci. Et cette fois-ci, j'ai mis 2 axes, j'ai fait du B2C et du B2B. Et j'ai mis en place tous les éléments que j'ai appris de ce premier échec-là. Et la société, ça fait 4 ans que j'ai lancé la seconde et elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui, ça tourne plutôt bien. Et j'ai mis en place des processus. En fait, toutes les erreurs que j'ai eues de la première, je les ai corrigées pour la seconde et j'essaie de bien la contrôler, de bien comprendre mes cibles, de bien comprendre les besoins des personnes avant de pouvoir peut-être proposer des services ou des offres. Et ça prend toujours un peu de temps de trouver le bon produit de market fit, de trouver la bonne offre qui va pour le bon public, mais j'ai pu quand même le faire avec un peu de temps et Dieu merci, ça fonctionne plutôt correctement bien. Donc voilà un peu comment j'ai perdu. Comment j'étais, à ce moment j'étais très mal après cette expérience-là, j'avais perdu beaucoup d'argent et je me rappelle quand j'ai fait mon bilan comptable à la fin, quand j'ai vu cette somme-là, comme il dit 10 millions, c'est juste les frais de fonctionnement. Parce que j'allais au Cameroun après tous les 2 mois, j'étais au Cameroun. Parce que chaque fois que vous devez aller, vous avez commencé un projet avec une société, on vous appelle, venez, tel patron vous rencontrer, venez, tel chef de service vous rencontrer. Vous pouvez envoyer votre commercial, mais ce n'est pas pareil. On dit que c'est vous qu'on veut voir. Donc du coup, vous prenez un billet d'avion, dernière minute, ça va vous coûter un peu d'argent, vous allez dormir dans un bel hôtel, vous avez loué une voiture, vous arrivez derrière, les personnes qui vous ont appelé vous demandent de leur amener boire un coup, ça fait de l'argent, vous faites machin. Donc ça veut dire chaque fois que vous vous déplacez comme ça, c'est au moins minimum 2000 € que vous dépensez peut-être en 3-4 jours. Entre le billet d'avion, le séjour, faire sortir les gens pour qu'ils puissent faire un peu de lobby, c'est au minimum 2000 € chaque fois. Donc je compte pas ça parce que je partais tous les 2 mois environ, j'étais au Cameroun. Donc ça veut dire qu'on fait tous les 2 mois, ça fait que j'étais au Cameroun environ 6 fois, c'est peut-être 12 000 € comme ça qui sont partis dans des voyages et des frais comme ça, sans compter les cadeaux. Parce que bien entendu, lorsqu'on vous promet des choses, il faut bien entendu que vous rendez les gens contents. Quand vous arrivez avec les valises, on sait que vous arrivez parce que le chef veut vous voir, on vous demande la calculatrice de l'enfant, on vous demande le costume. Tout ça pour entretenir les bonnes relations parce que vous dites que bon, en faisant ça, certainement ils vont me signer mon petit bon de commande pour que je puisse avoir mon contrat. Que nenni, zéro. C'est pour dire qu'il faut vraiment comprendre cet environnement-là. Il faut vraiment bien le maîtriser, bien se préparer. Ne pas arriver tout de suite avec des ambitions énormes. Parce que si j'avais su à l'époque, si j'avais dû refaire ça différemment, je serais d'abord venu tout seul. J'aurais d'abord étudié ce marché sans même prendre de bureau, sans même créer de boîte, sans même embaucher du personnel. Je serais d'abord aller voir ces personnes-là, comprendre comment elles fonctionnent. Et voir effectivement s'il était opportun de créer une société à l'époque pour pouvoir adresser leurs besoins. Je serais allé les voir, aller contacter sur LinkedIn, peut-être prendre un petit cabinet local qui allait peut-être me donner quelques chiffres de comment ça fonctionne, avant même de faire le premier pas d'investir, de mettre de l'argent. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai d'abord mis de l'argent sur la table, j'ai d'abord investi avant de commencer à vouloir comprendre comment le marché fonctionne. Et c'est l'erreur qui m'a coûté cette somme-là. Et comme on dit souvent, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la douleur. Et moi, je l'ai appris par la douleur de la perte financière. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, de ce parcours-là que je vous ai dit dans la vidéo. Si vous avez une histoire pareille, vous avez perdu de l'argent sur des business ou des affaires au Cameroun ou ailleurs en Afrique, bien entendu, mettez en commentaire ou partagez avec la communauté. Dites-moi ce que vous avez retenu parmi ce que je vous ai donné comme élément dans cette vidéo-là. Mettez-moi ça aussi en commentaire. Et bien entendu, si vous avez un projet de vous installer sur le continent pour lancer votre business, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse travailler dessus ensemble, afin de vous éviter aussi de passer par les erreurs que j'ai, de faire les erreurs que j'ai commises et de maximiser vos chances de réussite. C'était Franck Kenyé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi ça en commentaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Derrière